Bonsoir à toutes et à tous. C'est une heure fort avancée de la nuit. Je viens d'arriver en France. Nous sommes désormais le lundi 20 octobre 2019. Je viens d'arriver en France de retour de mon déplacement via la Turquie et bien en Russie, où j'ai été invité à une semaine de découverte culturelle à l'occasion du 20e anniversaire de la chaîne de télévision russe Russia Today. Si je vous parle à cette heure avancée de la nuit, c'est qu'il y a de très bonnes raisons. Des raisons qui sont liées à l'urgence, des raisons qui sont liées à la sécurité, des raisons qui sont liées à notre combat pour la liberté, la dignité, la souveraineté des Africains partout dans le monde. Je voudrais commencer par rappeler que je suis parti je suis parti il y a une semaine, il y a exactement une semaine, puisque nous sommes le 20, le 20 octobre. Eh bien, je suis parti il y a exactement une semaine, donc autour du 12 octobre, 12, 13, 14 octobre par là. Je me suis rendu en Fédération de Russie à l'occasion d'une aimable invitation. Il m'arrive de donner des analyses politiques, il m'arrive de répondre à des interviews, il m'arrive de publier des articles sur les chaînes de télévision qui le souhaitent. C'est le cas de la chaîne de télévision Russia Today, qui est une chaîne de télévision russe qui me fait parfois l'honneur de solliciter mes analyses en tant que géopoliticien, en tant que philosophe, en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel engagé, en tant que militant activiste panafricaniste. Cette chaîne, ces dernières années, m'a fait l'honneur de bien souvent solliciter mes prises de parole. Je rappelle que, pour le moment du moins, je ne suis lié par aucun contrat professionnel avec cette chaîne. Je ne suis pas un employé de Russia Today. Et Russia Today et moi ne sommes liés jusqu'à ce jour par aucun contrat. Donc c'est dans le cadre de cette amitié intellectuelle, dans le cadre de cette passion commune pour la vérité, pour le partage de l'information vraie et juste, que les dirigeants de la chaîne Russia Today ont cru bon, à l'occasion du 20e anniversaire de cette chaîne, de m'inviter en semaine de découverte et d'imprégnation culturelle à Moscou, la capitale de la Fédération de Russie. Et les choses se sont très bien passées à Moscou. Nous avons bénéficié, et je n'étais d'ailleurs pas seul, nous étions plusieurs à être venus, entre autres de France, à l'invitation de la chaîne Russia Today. Je voudrais saluer ici le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, qui faisait partie des invités de Russia Today, à titre d'exemple, à cette occasion. Et en fait, c'était une semaine d'activité culturelle. Nous avons bénéficié d'une présentation des grands monuments, des grandes places, des grandes artères, bref, de l'histoire de la ville de Moscou. Nous avons pu par la suite assister non pas simplement à un discours du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, sur sa vision de la communication dans cette période de grands enjeux géopolitiques liés à la souveraineté des États du monde multipolaire. Nous avons assisté à un très bel opéra. La pièce La Dame de pique d'Alexandre Pouchkine a été jouée sous nos yeux dans le prestigieux théâtre du Bolchoï. Nous avons eu l'occasion de rencontrer de nombreux intellectuels, journalistes, chercheurs de la Fédération de Russie et d'échanger nos points de vue sur la marche du monde. C'était aussi l'occasion de rencontrer plusieurs journalistes de plusieurs pays du monde, Asie, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'était aussi l'occasion de rencontrer des personnalités, telles des anciens présidents. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de
l'ancien président de la République d'Équateur, Rafael Correa, à cette occasion. Vraiment, c'était une semaine d'amitié, de fraternité entre les peuples, d'amitié, de fraternité intellectuelle, une semaine d'échange. Rien de plus normal dans la vie d'un intellectuel de mon exigence et de mon rang que de voyager à travers le monde à la rencontre d'autres esprits, non seulement pour partager des vues avec ces esprits-là, mais pour s'imprégner de ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre propre combat pour l'émancipation de notre Afrique natale. Donc c'était une excellente semaine, mais au moment de partir, déjà, j'ai été soumis au rituel habituel. Quand je me présente au départ de la France à l'aéroport Charles de Gaulle, on retire mon passeport, on en photocopie toutes les pages. Et de manière inexpliquée, pendant plus de 30 minutes, alors que mon passeport était posé sur la table du policier du poste frontière, celui-ci était au téléphone avec son chef à qui il disait « il est là, je le laisse passer ou pas ». C'est-à-dire que le policier qui est chargé simplement du contrôle de l'identité des personnes qui entrent et sortent aux frontières était en train de demander à son chef quel traitement spécial réservé à Franklin Nyamsi. Alors qu'il n'y a aucune procédure légale qui puisse être opposée lorsque je sors de France ou lorsque j'entre en France, j'ai entendu pendant plus de 30 minutes l'agent de police du poste de frontière, là c'était il y a une semaine quand je partais à Moscou, demander à son chef la conduite à tenir. Et c'est au bout d'une trentaine, une quarantaine de minutes, il était pratiquement 6 heures du matin, je suis venu au poste de police vers 5 heures, 5h30. Il était pratiquement 6 heures, 6h10, pour un avion que j'avais à 7h20, lorsqu'ils m'ont remis mon passeport, me soumettant au risque de perdre l'avion qui devait m'amener à Istanbul, et à partir d'Istanbul, l'avion qui devait m'amener à Moscou. Ça, c'est ce qu'ils ont fait quand je partais. J'ai passé cette semaine en Russie, cette semaine d'impréhension culturelle. Je n'ai pas le sentiment d'avoir dit ou fait quelque chose d'extraordinaire, de différent de ce que je fais depuis plus de 25 ans. Je suis quand même auteur de plus de 40 ouvrages. Je me bats pour 4 causes. Le départ total des troupes néocolonialistes du sol africain, le démantèlement de la monnaie coloniale du franc CFA. Je me bats pour que les puissances étrangères arrêtent de venir imposer des valets, des dirigeants fantoches à la tête de nos pays. Je me bats pour fonder intellectuellement, spirituellement, les institutions économiques, sociales, politiques, les institutions culturelles de l'Afrique sur notre propre civilisation, à partir d'un réinvestissement de nos langues. Voilà le combat que je mène depuis plus de 25 ans et qui m'a permis de produire cette œuvre, dont les conférences audiovisuelles que vous appréciez beaucoup, puisque vous êtes bientôt 500 000 abonnés sur mon compte YouTube principal, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, où vous êtes. Et puisque vous êtes près d'1 million d'abonnés sur mon compte Facebook, puisque j'ai la page Franklin Nyamsi, j'ai la page Franklin Nyamsi Wa Cameroun, j'ai la page Franklin Nathan Nyamsi. Toutes ces pages cumulées font plus d'1 million d'abonnés. Vous êtes des centaines de milliers sur TikTok à me suivre. Ça veut dire bon que c'est un message qui passe. Donc, j'ai toujours fait cela, en fait, depuis pratiquement mes 21 ans. À savoir défendre les 4 causes qui m'ont amené à créer l'Institut de l'Afrique des libertés, association légale basée au Mali. Donc là, depuis 2021, vous le savez, M. Macron a décidé de me persécuter au motif que je critique la politique africaine de la France. J'étais depuis 2003 professeur agrégé de philosophie de l'enseignement public français. M. Macron m'a soumis dans le cadre de ce travail à un harcèlement pendant 5 ans. Et j'ai donc rendu ma démission le 1er septembre 2025 par une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. À l'époque, j'ai adressé ce courrier également en copie au rectorat de l'Académie de Normandie. J'ai reçu 2 semaines après la réponse de l'administration française
confirmant que suite à ma demande de démissionner de mon poste de professeur agrégé de philosophie de l'enseignement public français, l'État français me répondait par l'affirmative, en me radiant définitivement du corps des professeurs agrégés de philosophie de l'enseignement public français. Cette réponse m'est arrivée le 15 septembre. Donc, je n'ai plus d'obligation professionnelle. Je n'ai plus d'obligation professionnelle envers l'État français. Je suis, depuis le 1er septembre 2025, un particulier. Je travaille à mon propre compte. Je mène mes activités moi-même. Je dispose de mon propre temps et de mes idées. Et je suis libre, depuis le 1er septembre, même de m'engager avec qui je veux dans le cadre de mon activité professionnelle, de conseiller politique, de consultant, d'analyste, de géopoliticien, d'écrivain. J'ai d'ailleurs engagé de nouveaux contrats d'enseignement que je vais exercer dans certaines universités africaines, comme l'Université catholique du Mali, comme l'Université publique malienne, bientôt l'Université publique nigérienne ou même l'Université publique du Burkina Faso solliciteront mon intervention comme professeur invité. Donc, je suis libre de mes activités. J'ai le droit d'aller où je veux sur la terre, partout où la loi ne m'interdit pas d'aller. La loi du pays en question. S'il y a un pays qui ne m'interdit pas de mettre les pieds dans son territoire, j'ai le droit d'y aller. Parce que je suis entièrement maître maintenant, depuis le 1er septembre 2025, de mes activités. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Donc, que je me lève pour aller en Russie, c'est mon droit. J'ai vu d'autres citoyens français qui sont allés en Russie et qui étaient dans le même avion que moi. Et qui, eux, n'ont pas été arrêtés. Qui n'ont pas été traînés dans un poste de police. J'ai cité un exemple ici de quelqu'un que beaucoup de gens connaissent qui était à la même invitation que moi. Pierre de Gaulle, le petit-fils de Charles de Gaulle, qui est un critique, un opposant au régime d'Emmanuel Macron et qui dénonce la russophobie entretenue ici en France par le régime de Macron. Pierre de Gaulle était là-bas. Et il y avait d'autres citoyens français là-bas qui étaient dans le même avion que moi. Et même qui ont été témoins de mon arrestation aujourd'hui à la sortie de l'avion. Donc, moi je vais en Russie, je mène mes activités comme j'ai mené mes activités chez nous au Mali ou récemment au Burkina Faso. Je suis en train de rentrer pour aller prendre le train à Paris et aller chez moi à Rouen en Normandie. Voici que je sors de l'avion de Turkish Airways et il y a 2 flics qui m'attendent. Je sors de l'avion de Turkish Airways, je marchais avec un ami que je me suis fait lors de ce voyage en Russie. Le journaliste très connu, Didier Maisto. Nous étions tous là-bas pour répondre à l'aimable invitation du 20e anniversaire de Russia Today. Il n'y avait rien d'autre là-bas que de l'amitié, du partage, de la culture, des échanges enrichissants. Et nous sommes revenus. Donc je sors de l'avion, je suis en train d'aller vers le poste de contrôle de l'aéroport Charles de Gaulle. Avec mon ami Didier Maisto, lui il passe. Les policiers, il y a 2 policiers avec brassard orange, ou rouge plutôt, à la main qui attendent, qui bouchent la sortie. Ils regardent tous les passeports. Et quand je présente mon passeport, ils me mettent en état d'arrestation. Ils me demandent de me mettre à gauche, de me décaler. Et dès que je me décale, ils laissent les gens passer, ils ne contrôlent plus les gens. Ce qui prouve qu'ils étaient là uniquement pour m'attendre. Puisque la personne même avec qui moi j'étais a fait le contrôle et est passée avant moi. Et il m'attendait pour voir ce qui se passait. Et il a assisté à mon arrestation. Donc on est venu au pied de l'avion. Aujourd'hui, nous sommes déjà demain, mais hier, 19, eh bien, octobre, vers 23 h, on envoie 2 policiers au pied de l'avion me cueillir. Ces policiers, après avoir vérifié mon identité,
confisquent mon passeport qu'ils tiennent dans leurs mains. C'est ça l'arrestation, l'interpellation. Et ils me demandent de les suivre parce que ils ont des collègues du ministère de l'Intérieur qui souhaiteraient me parler. Je dis, mais moi je n'ai pas d'amis du ministère de l'Intérieur qui m'attendent aujourd'hui, 19 octobre, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et je suis pressé parce que j'ai un train à prendre pour aller chez moi. Donc, s'il y a des gens qui veulent me parler, dites-leur de prendre rendez-vous avec moi et j'apprécierai l'intérêt d'une conversation avec eux. Sinon, je n'ai pas prévu de causer avec des gens dans un poste de commissariat de police de l'aéroport Charles de Gaulle. Je n'ai pas le temps ce soir. Il se fait tard là. J'arrive de Moscou via Istanbul, il est 23 h. Laissez-moi aller chez moi. Ils me disent, non, suivez-nous. Les agents qui veulent vous parler vont vous expliquer le bien fondé de la conversation, etc. qu'ils veulent avoir. Je dis, mais écoutez, moi, la première chose que je dois faire maintenant, je sors mon téléphone, j'appelle mon avocat, Maître Ndjifutawo Woshawa Boubekr. Je lui dis, Maître Abou, voici un palier de plus franchi dans la violation de ma liberté par le régime d'Emmanuel Macron, l'autocrate français. Je viens d'arriver d'un voyage personnel. Je n'ai aucun compte à rendre à Emmanuel Macron. En tant que président de la République, il n'a pas à surveiller les déplacements des citoyens. En tant qu'intellectuel, en tant que personne privée, j'ai le droit de mener les activités dans le respect des lois. Il n'y a aucune loi qui m'interdise d'aller en Russie. Sinon, je devais être en garde à vue avec tous ceux qui étaient en Russie et qui sont français comme moi. Or, eux, ils sont passés. On ne les a pas dérangés. Parce qu'on ne se permettrait pas d'arrêter tout le monde comme ça. C'est sur l'Africain qu'on vient exercer des violations spéciales. Parce que depuis 600 ans, on croit que c'est facile. Vous comprenez? Donc, je suis les deux agents de police puisqu'ils avaient pris mon passeport. Et qu'ils m'encadraient. En chemin, ils enlèvent leur brassard. Pour qu'on ne sache pas qu'ils sont des policiers. Parce qu'ils avaient honte d'être venus, moi seul, me chercher. Au sortir de l'avion de Turkish Airways. On m'amène dans le poste de police. Quand j'arrive dans le poste de police, je trouve une situation incroyable. Des personnes qui sont en état d'arrestation sont en train de hurler de douleur. Je n'ai pas vu la scène, mais il y avait de la violence dans le poste de police. Il y a des personnes apparemment d'origine indienne qui étaient en train d'être probablement maltraitées là-bas. Parce que j'ai entendu des cris, des pleurs à l'intérieur du poste de police. J'étais déjà en état d'arrestation. Moi, je me suis assis, j'ai posé mes bagages à côté et j'ai continué à donner les informations pertinentes à mon avocat. Pendant que j'étais en garde à vue, sous surveillance de l'un et l'autre qui allait chercher ceux qui veulent m'interroger. En bonne entente avec mon avocat, Maître Ndjifutawo Woshawa Boubekr, nous avons pris la décision que je ne dois donner aucun témoignage en l'absence de mon avocat. Je ne dois répondre à aucune question en l'absence de mon avocat. Donc voilà que deux personnes qui se présentent comme des agents du ministère de l'Intérieur, et il y en a un qui se présente sous le nom de monsieur, eh bien, Hautefeuille. Monsieur Hautefeuille. Je pense Clément Hautefeuille. Il y en a un, il est en veste, il est plutôt très bien habillé. L'autre est habillé un peu comme les policiers en opération le sont souvent. Il est habillé d'une manière beaucoup plus ordinaire. Mais le principal interrogateur qui est venu, c'était un homme plutôt jeune, mais avec une certaine prestance, même aristocratique. Hein. Donc, il s'appelle Clément de Hautefeuille, ou Clément Hautefeuille. Un nom qui semble être d'ailleurs un nom en particulier, parce que j'ai exigé qu'il me dise comment il s'appelle. Et en vertu de quoi il m'avait arrêté. Donc, ces hommes-là ont essayé de m'expliquer que je n'étais pas en garde à vue, que je n'étais pas en état d'arrestation, et qu'on m'avait demandé qu'on aille me chercher, parce qu'on souhaitait avoir une conversation avec moi, un entretien à bâton rompu, dans un petit bureau à côté. On souhaitait parler avec moi. Alors, j'ai appliqué la doctrine
sur laquelle, avec mes avocats, les avocats du collectif L'Afrique des Libertés, nous sommes constants. Je n'ai pas à parler à un agent du ministère de l'Intérieur, à un agent de police. Je n'ai pas à répondre à des questions dans un cadre extra-légal. Je n'ai pas à être mis à table comme on mettrait à table un vulgaire espion ou un agent double ou je ne sais quel mercenaire pour devoir, je ne sais pas, faire je ne sais quelle confidence à ces messieurs. Donc j'ai dit à monsieur Hautefeuille que je refusais de coopérer en l'absence de mon avocat. Et que s'il souhaitait que cet entretien ait lieu, dans le cadre de cette garde à vue qui venait de commencer, je demandais que mon avocat vienne d'abord et qu'on me trouve d'ores et déjà une chambre ou un lit pour dormir, qu'il me montre le coin de cellule où je dois dormir en attendant mon avocat. Parce que je suis fatigué, je devrais être dans un train pour m'amener chez moi, vous m'arrêtez, et je vous dis que je ne répondrai pas à des questions en l'absence de mon avocat. Alors on se met à m'amadouer, mais écoutez, faites-nous confiance, il faudrait juste qu'on se retire dans une petite salle à côté, et vraiment c'est pas quelque chose de... C'est vraiment pas quelque chose de pénal, c'est vraiment pour vous, pour essayer de comprendre pourquoi. Et alors là, il lâche la bombe. C'est alors là pour essayer de comprendre pourquoi vous vous attaquez aux intérêts de la France avec des États ennemis de la France. Et il cite la Russie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Monsieur Hautefeuille m'accuse de m'attaquer aux intérêts français avec des États étrangers ennemis de la France. Et il cite, je recommence bien, la Russie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et il ajoute, vous vous permettez en tant que citoyen français d'être ami de ces États qui sont nos ennemis, alors qu'en France, on respecte les libertés, on n'est pas comme ces pays dans lesquels sont pratiquées les déportations, les enlèvements, les massacres et les génocides. Donc c'est pour cela que nous voulons vous appeler, M. Niamsi, à vous expliquer. J'ai regardé M. Hautefeuille, je lui ai dit, je ne répondrai à aucune de vos injonctions en l'absence de mon avocat. Avec mon avocat, Maître Ndjifouta Ouoshaou Aboubek, nous avons déjà écrit une lettre explicite au ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Gérald Darmanin. Gérald Moussa Darmanin. C'est comme ça qu'il s'appelle. Nous lui avons déjà écrit pour lui demander pourquoi je suis tracassé aux aéroports. Quel crime ai-je commis? Quel péché contre le Saint-Esprit ai-je commis pour être persécuté depuis 5 ans sous le régime de Macron? Les services de M. Darmanin ont répondu qu'ils ne peuvent pas me dire pourquoi je suis l'objet de ce harcèlement, de ce traitement spécial lors de mes entrées et de mes sorties. Pourquoi est-ce que je suis traqué? Parce que si on me disait pourquoi, je risquerais de prendre des dispositions pour éviter qu'on me contrôle bien. C'est ça la réponse qu'ils ont donnée. Et je rappelle donc aux 2 flics que le ministère de l'Intérieur a refusé de dire au nom de quoi il m'a fiché S. Il a refusé de s'expliquer là-dessus. Nous attendions une explication écrite parce que nous avons demandé une explication écrite. Nous ne l'avons pas eue. Maintenant, vous venez et vous me demandez de venir avec vous dans une petite pièce dans laquelle nous allons nous parler. Et vous dites, ça, c'est pas dans le cadre d'une procédure légale. C'est vraiment une conversation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vous dis, je suis tout à fait d'accord pour parler avec vous, mais à une seule condition. Je suis tout à fait d'accord pour parler avec vous, mais à une seule condition, c'est que mon avocat soit là. Mon avocat doit être là. Moi, je ne parle pas avec vous sans avocat. Parce que je n'ai aucune espèce de garantie. Je ne suis pas votre ami, vous n'êtes pas mes amis. Je n'ai pas rendez-vous avec vous ce 19 octobre 2025 à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Je n'ai aucune confidence à vous faire. Mon avocat vient
et on commence l'entretien. Vous pouvez d'ailleurs m'adresser une convocation légale, en bonne et due forme, en disant rendez-vous à tel commissariat, tel jour pour affaire vous concernant. Il dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas une affaire. Nous, on veut essayer de comprendre pourquoi vous combattez la France. Je lui dis, écoutez, je ne vais pas vous répondre. Vous êtes en train d'insinuer des choses très graves contre moi, mais je ne vais pas vous répondre. Parce que vous reconnaissez vous-même que vous m'avez arrêté dans un cadre illégal. Vous n'avez pas reçu mandat d'un juge pour m'arrêter. Donc je demande, une fois de plus, que mon avocat, que j'ai dûment alerté, je demande que Maître Ndjifouta Oshaou Aboubekr soit autorisé à se déplacer depuis Bruxelles pour venir ici. Parce que vous, là, vous m'avez fait rater mon train. Par votre faute, je suis en train de rater mon train pour rentrer en Normandie. Je vais être obligé de dormir en hôtel à Paris par votre faute. Vous dites que c'était pour une conversation, c'est pour qu'on échange à bâton rompu, etc. Mais je me rends compte que vous m'avez arrêté. Quand on veut avoir une conversation à bâton rompu avec quelqu'un, on ne l'arrête pas. On ne le kidnappe pas à la sortie de son avion. On ne le cueille pas comme un vulgaire voyou, un bandit, sous la vue de tout le monde. Donc, écoutez, soit vous laissez venir mon avocat, soit vous me laissez aller chez moi. Vous me rendez mon passeport et je vais chez moi. Et c'est à ce moment que ce fameux monsieur Hautefeuille va plus loin. Il me dit, vous ne savez pas la chance que vous êtes en train de rater. Vous allez regretter. Parce que c'est une chance qui vous est donnée de vous expliquer. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous vous opposiez aux intérêts de la France. Et moi, je réponds à M. Hautefeuille, je prends acte des menaces que vous formulez contre moi. J'ai demandé à répondre à vos questions dans un cadre légal, en présence d'un avocat. Vous refusez que ça se passe dans un cadre légal, vous voulez m'amener dans un cadre extra-légal. Et comme je refuse, vous me menacez, littéralement, d'utiliser des moyens illégaux pour me sanctionner, pour me punir, de ne pas faire les 4 volontés de M. Macron, votre envoyeur. Alors, je tiens à vous dire que je n'accepterai jamais de vous donner un témoignage dans un cadre illégal. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre copain. J'ai aucune conversation privée à avoir avec vous. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc, à partir de maintenant, je ne vous parle plus. Vous m'avez mis en garde à vue. Je vais peut-être déjà me débrouiller pour dormir et attendre ce que vous voulez faire de moi. Ah non, 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 écoutez, bon, on vous a donné toutes les chances, vous n'avez pas voulu les saisir. Et ça faisait déjà 30 minutes. Hein. Ça faisait 30 minutes qu'il me tannait le cuir comme ça. Et il me fait remettre mon passeport et on m'envoie au poste de police des frontières où je m'apprêtais à passer. Et au poste de police des frontières, il y a 3 postes qui sont ouverts, il y a 3 policiers qui sont assis derrière la vitre. Je donne mon passeport au premier policier, il regarde, il fait passer sur la machine, il me dit non, allez voir l'autre. Je reprends mon passeport, je vais chez l'autre, qui fait passer mon passeport dans sa machine. Il me regarde sa machine, il me regarde, il me dit allez voir plutôt l'autre. On m'amène à un troisième box. Vous savez, les policiers qui sont derrière la vitre, là, à Charles de Gaulle. Là, c'est une dame. On lui montre mon passeport, on lui dit, il est en train de vouloir rentrer chez lui, il était au poste de police. Elle dit, non, allez voir tel. Je suis passé par 4 postes de police différents. Au point que, à un moment donné, il y a un agent de police que je ne connais pas, je n'ai pas eu le temps de connaître son nom, qui est venu dire à son collègue, laissez-le aller chez lui. Laissez-le aller chez lui, donnez-lui son passeport. Je ne sais pas pourquoi. Il est intervenu pour dire laissez-le aller chez lui. Mais lui, il semblait être agacé par le fait que
Il y a 4 postes de police, il n'y en a aucun qui veut prendre la responsabilité de dire on a laissé passer M. Niamsi. J'ai tenu à apporter ces témoignages pendant que ma mémoire est parfaitement fraîche. Pendant que ma mémoire est parfaitement fraîche. Afin qu'aucun des détails essentiels de ce qui s'est passé ne vous échappe. Alors donc, en conclusion, j'ai fait l'objet d'une arrestation illégale. C'est une arrestation illégale. Ce n'est pas un juge qui a demandé qu'on m'arrête. Ce n'est même pas un contrôle qu'ils ont fait. Parce que s'il s'agissait de contrôler mon identité, une fois qu'ils ont vu que c'est moi, Franklin Niamsi, le détenteur de ce passeport-là, ils m'auraient laissé passer. J'ai fait l'objet d'une arrestation, d'une garde à vue illégale. Et le commanditaire de cette garde à vue s'appelle donc M. Hautefeuille. J'ai demandé à mon avocat, Maître Ndjifouta Ouchawaboubek, et à tout le collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, de bien vouloir m'accompagner dans la démarche de porter plainte contre le ministère de l'Intérieur et notamment contre l'agent M. Clément Hautefeuille. L'agent Clément Hautefeuille fera l'objet d'une plainte pour arrestation illégale, menace, harcèlement policier contre M. Franklin Nathan Niamsi en date du 19 octobre 2025 à l'aéroport Charles de Gaulle. Maintenant, pour finir ce témoignage, beaucoup d'entre vous m'écrivaient en disant « Ces gens-là sont très dangereux, il faut quitter la France, il faut aller en Afrique, vous avez des pays qui vous sont hospitaliers, allez là-bas. » Quand vous êtes assis chez vous là, et que vous dites à quelqu'un « Va là-bas, va là-bas, va là-bas », vous devez vous demander si vous savez quelle est la situation réelle de cette personne. Il y a des millions d'Africains qui vivent en Europe, des millions d'Africains qui vivent en France. Si nous, qui portons la parole de vérité, de justice, de solidarité des Africains, nous nous mettons à pisser dans nos frocs, à trembler, parce que des gens qui ne respectent pas le droit nous menacent, qu'en est-il de ces millions d'Africains, de notre communauté, qui vivent ici en Europe et qui vont nous voir trembler comme ça, comme des mauviettes et fuir? Si Niamsi ou à Cameroun ou à Africa doit pisser dans ses frocs parce qu'on l'arrête à la sortie d'un avion à l'aéroport Charles de Gaulle, est-ce qu'il peut être un leader communautaire? Qu'en est-il de mon peuple? Qu'en est-il des Africaines et des Africains, des Françaises et des Français d'origine africaine qui comptent sur nous? Vais-je les abandonner en me cachant pour sauver ma peau à moi, pendant que la leur est livrée? Parce que, en fait, si nous ne sommes pas capables, nous les leaders communautaires, de défendre le droit, mais qui va défendre nos enfants? Qui va défendre les millions d'Africaines et d'Africains qui vivent en Amérique, qui vivent au Canada, qui vivent en Europe? Qui va les défendre si nous, qui sommes capables de penser, d'écrire, qui pouvons organiser avec le soutien des robes courageuses de l'Afrique des libertés, notre défense, si nous là on recule, mais toute la communauté va devenir une communauté d'esclaves. Ça veut dire que les Africains en France deviennent des esclaves. Si Niamsi tremble parce que Macron le menace de le mettre en prison, que va donc faire Diarra? Que va faire Manga? Que va faire Dambélé? Oui, que va faire Moussongo, qui lui n'est pas connu comme Niamsi et qu'on menace de la même façon? Donc arrêtez avec cet argument facile que vous avez. Vraiment, il faut partir. Partir où? Est-ce que c'est eux qui m'ont envoyé ici? Mieux, ce que vous ne savez pas, c'est que les puissances impérialistes et néocolonialistes ont des services secrets qui agissent partout. Les services secrets français ont déjà tué des tas de gens hors du territoire français. Ce n'est pas parce que je serai hors du territoire français que si M. Macron a décidé une opération homo contre moi, elle ne va pas être exécutée. Ils peuvent m'atteindre partout sur la terre. Oui! Et ils ont déjà tenté de m'atteindre partout sur la terre. Là, j'étais à l'étranger, j'étais en Éthiopie, dans un avion d'Ethiopian Airlines. J'étais au Niger, quand des agents de la DGSE nous ont poursuivis dans l'avion pour m'encercler. Il y a 3 témoins. Maître Ndjifouta Ouaboubek,
Maître Alexis ou Maître Sylvain Senda. Ils ont vécu ça en direct. Vous pensez que nous qui nous battons pour la dignité, pour la respectabilité de la communauté, nous on doit être des fuyards? Vous me voyez moi être fuyard? Les grands héros africains que nous honorons, ils avaient moins de 40 ans quand ces gens-là les ont tués. Moi, à 53 ans, je vais trembler parce que Macron veut me mettre en prison, parce que Macron veut m'intimider, parce que Macron veut m'arracher mes biens, parce que moi, je vais trembler à mon âge. C'est impossible. Parce que j'ai parfaitement conscience que mon attitude va influencer celle de mes enfants. Mon attitude va influencer celle de la communauté des Africains du monde entier. Mon attitude va influencer positivement ou négativement une Africaine ou un Africain qu'on piétine actuellement, quelque part en France, quelque part en Europe, quelque part en Amérique. Une Africaine ou un Africain qu'on est en train de piétiner maintenant, quelque part, dans les îles des grands océans. Tous ces gens-là se relèvent parce que nous sommes debout. Nous nous relevons parce que le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tiani sont debout. C'est à cause des Africains debout que les autres Africains sont debout. Donc pourquoi je devrais trembler à l'idée